Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des dirigeants, le média des entrepreneurs en Drôme-Ardèche. Aujourd'hui, épisode exceptionnel, on reçoit deux dirigeants à la tête d'entreprises familiales centenaires, deux entreprises qui ont traversé les générations. Thibaut Rampa, dirigeant de Rampa, société familiale fondée en 1925 et spécialisée dans les travaux publics. Bienvenue Thibaut. Bonjour. Et Rémi Vincent, dirigeant de la carrosserie Vincent, créé en 1884, à l'origine un atelier de charronnage, est devenu aujourd'hui un acteur majeur de la carrosserie industrielle. Bienvenue Rémi. Merci. Alors, comment on hérite d'une telle histoire? Comment on perpétue l'esprit familial tout en modernisant l'entreprise? Et finalement, quel est le secret de la longévité d'entreprise? Le Café des dirigeants, épisode 6 avec Thibaut et Rémi. Jingle. Alors, première question pour briser la glace, on va commencer avec des chiffres. Plus de la moitié des entreprises disparaissent avant leurs 3 ans. Et l'entreprise la plus vieille de France, je ne sais pas si vous savez qui c'est Saint-Gobain, 350 ans. Finalement, vous êtes tout petit. vous êtes petit, quoi. Ouais. Encore du chemin. Ouais, encore du chemin. Bon, cette année, vos entreprises soufflent leur 141e bougie pour C'est ça, ouais. Vincent et 100e pour Vampa. Vous n'étiez même pas nés lorsqu'elles ont été créées, et vos parents non plus d'ailleurs. Comment vous expliquez une telle longévité? Qui veut commencer? Peu m'importe. Honneur aux plus jeunes, non? Thibaut, Si tu veux. commencer. Comment on explique ça? Honnêtement, moi je pense que la résilience et adaptabilité. Quand on voit nous ce qu'on a traversé durant ces 5 dernières années, toutes les crises qu'on a traversées, je me dis la force qu'il faut avoir pour traverser un siècle et perdurer, c'est incroyable. Et je pense que la force de notre groupe, ça a été de toujours se recentrer sur ses activités, d'être résilient, d'avoir vraiment une vision long terme, de ne pas réfléchir sur l'instant en fonction des crises, et vraiment de se dire on se projette dans le temps et on a la volonté d'avancer comme ça. Rémi? Ouais, je m'attendais à cette question piège. et je voulais pas être donneur de leçons, donc ce que je vais dire, ça concerne que le groupe Vincent, hein, Ouais. de ce que je pense. Et je pense pas qu'il y ait de leçons, un ou deux ingrédients qui permettent de dire avec ça, je suis bon pour 100 ans, 140. Je pense que c'est... et s'il y avait une baguette magique, un secret, il se serait déjà divulgué. Nous, notre secret, je pense, ça a été d'être assez humble dans notre métier, d'avoir grossi petit à petit et avec une transmission de valeur. Voilà. Le travail avant tout et les clients. Et après, l'adaptation, parce qu'on a connu effectivement, comme disait, je pense, l'entreprise Rampa, vous avez connu de multiples transformations industrielles, sociétales. Les attentes sont variées. Quand je pense à ce qu'ils ont passé comme étape, technologique par exemple. La carrosserie Vincent aussi. Oui, je pense que la transmission des valeurs et l'adaptation au monde est importante. Ouais. Et savoir s'adapter. Savoir s'adapter, Ouais. Ouais, le monde change, Ouais. ça transforme. Ne pas avoir peur de la rupture. On va parler, première séquence, du poids de l'histoire dans vos entreprises. Est-ce que la longévité, c'est un critère différenciant pour vous? Vis-à-vis du marché, déjà nous il y a un certain héritage, hein. Quand on rentre dans la société, on le voit directement. Moi qui travaille dans l'immobilier, j'ai une expérience dans un autre groupe. J'étais chez un national. Quand j'allais dans une collectivité, dans une mairie, on me recevait pas comme on me reçoit maintenant que je suis chez Rampa. Du coup, là, directement, on sent C'est quoi qui change? la perception des choses. Nous, on est très proche de notre territoire, donc on est très proche des collectivités, des élus. Et donc, moi, quand je suis arrivé avec ma fiche Rampa, c'est incroyable la relation qu'on a directement. Alors que c'est des personnes que je connaissais pas. Mais le poids de l'histoire, des relations qu'il y a eu entre chacun, et en fait, on a une autre perception et les gens nous accueillent vraiment différemment. Donc ça, déjà, c'est incroyable. Après, le fait d'être une entreprise qui est très proche de son territoire, nous, on est Drôme-Ardéchois, on se le revendique, on le partage de partout. Et du coup, on a cette volonté de développer le territoire et de l'accompagner là-dedans. Et du coup, il nous le rend aussi dans toutes nos relations et dans le développement de notre structure. Donc, il y a un certain héritage et ça nous apporte beaucoup de choses. C'est aussi un poids, parce que quand on rentre, on sent tout le poids de l'histoire et on sent qu'on a un challenge à affronter, qu'il faut quand même qu'on avance. On développe la société. Ouais, exactement. Ouais, du coup, c'est vraiment moi qui suis dans le challenge permanent. C'est hyper challengeant d'être comme ça. Rémi, le poids de Je l'histoire. rejoins bien les propos de Thibaut. Là. Le poids d'histoire dans la présentation d'un nouvel embauché. C'est après la présentation de qui est le directoire, il se rend compte déjà qu'il y a que des Vincent. Ils font oula,
Il y a un truc. Et après, c'est le deuxième slide, c'est quoi? C'est l'histoire résumée. Parce que 140 ans, il faut le résumer. Et, voilà. En une slide? En une slide, ouais. En une fresque, pardon. Une fresque, mais... et du coup, c'est vrai que je peux pas dire qu'on ne le met pas en avant. Ouais. Ouais, on le met en avant sur la marque employeur. Comme quoi, on est là pour durer, une vision long terme. On n'est pas là pour faire de la rentabilité à tout prix à court terme. Et après, on a en plus la chance d'avoir des générations, des fois 2, qui sont employés. Leurs parents, des fois, travaillent chez nous. Je suppose que chez Rampa, ça doit être la même chose. Donc l'histoire est importante. Hein. Des fois, ils arrivent même avec eux-mêmes une histoire parce qu'ils ont entendu parler de l'entreprise. Voilà. Et ensuite, oui, vis-à-vis des clients, c'est important. Je pense une marque de durabilité. Référence. Ouais, une référence. Voilà, on assume nos erreurs, on assume notre histoire et notre technique, elle est quand même assez ancrée. Donc, c'est une valeur sûre pour les banques aussi, je pense. Enfin bon, tout notre entourage. Ouais. Puis le poids de la parole donnée. Quand vous avez, pour un Vincent ou un Rampa, enfin la personne en face de vous, votre client, il a la personne qui porte le nom de la société. Donc il sait que il y a une histoire et surtout que ça va perdurer. Demain, il n'y aura pas quelqu'un d'autre à la tête de la boîte. Enfin, peut-être dans la famille, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a vraiment une garantie sur la longévité de nos accords et sur le poids de la parole donnée. Nous, c'est vraiment important chez nous. Quand on donne notre parole, et ben on la tient. Je sais qu'aujourd'hui, ça se perd un peu. Et nous, notre carte, elle est vraiment à jouer là-dessus, quoi. Ouais, puis vous avez une certaine réputation finalement à maintenir. De toute façon, c'est vrai que en fait, avec un tiers, c'est vrai qu'il y a une garantie. Si je peux me permettre, c'est juste pour... c'est pas un bémol, hein, c'est pour dire... moi, des fois, j'insiste pas forcément toujours, parce que ça peut être aussi vécu comme un poids ou une entreprise un peu vieille. Donc, il faut contrebalancer le fait qu'on ait 100 ans et plus avec le fait qu'on reste moderne. Voilà, enfin, je veux dire, on n'est plus l'artisan qui faisait les roues de charrette, quoi. Voilà, on utilise des outils modernes et ça, il faut faire attention. Du coup, on le met toujours en histoire et justement, adaptation. En fait, c'est une bonne transition avec ma question suivante parce que on vous avait dit donc les outils changent, les méthodes et les technologies elles évoluent. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qui reste du passé dans vos entreprises? Bonne question. Bonne question. Je peux commencer. Dans le hall d'accueil. Dans le hall d'accueil, on a encore quelques outils. L'enclume du charron. En exposition, quoi. En exposition, voilà. Ça reste le portrait. Et n'empêche que c'est quand même un lien fort d'accroche, souvent avec une personne qui ne connaît pas l'entreprise. Ça permet de démarrer une discussion et de montrer un peu nos valeurs déjà à travers ça. Et après, l'histoire, elle reste parce que quand même, on a encore des machines qui datent, nous, de 50 ans. Voilà. Qui sont utilisées encore aujourd'hui? Qui sont utilisées pour travailler l'acier. Tout ce qui est bois, la transformation du métier, ça a été le passage du bois à l'acier. Ouais. Voilà. Et des roues en bois à des pneus. Donc, et après, les poids lourds industriels sont arrivés. Donc, tout ce qui est bois, vraiment, on ne voit plus trop de traces. Le travail du bois, on ne l'a plus. Mais le travail de l'acier, on a encore des choses modernes. On a une découpe laser. Et à côté de ça, on a une perceuse à colonne des années 50. Voilà, à peu près. Ah ouais, donc c'est pas 100 ans. Matériel aussi. Ouais, on a du matériel aussi. Nous, c'est sur les valeurs. Enfin, tu vois, je le vois auprès de nos collaborateurs et aussi auprès de nous autant que famille, puisque en fait, avant la direction, il y avait des frères. Maintenant, on est des cousins. Donc tout de suite, on gagne un degré, ce qui est déjà énorme. Mais en fait, on se retrouve sur des valeurs communes parce qu'on a été éduqués là-dedans aussi. Et tu vois, l'humain, c'est quand même un aspect des entreprises familiales, c'est qu'on est quand même très proche de nos collaborateurs et ils nous le rendent bien. La proximité, on parlait du territoire, mais nous voilà, on est vraiment proche de notre activité. Chacun est vraiment dans la production dans son activité et puis proche de ses collaborateurs. Et le temps long, pardon, ce que je te disais tout à l'heure. Cette perception de se dire, ce que disais tout à l'heure, c'est on n'est pas là pour faire des coups. Par exemple, nous, dans la branche immobilière, quand on fait quelque chose, on le raisonne sur un temps vraiment long. On va faire un projet immobilier, on ne va pas se dire le but c'est de gagner le maximum de marge. Non, qu'est-ce qu'on va donner au territoire et qu'est-ce qui va nous permettre, bien sûr, de gagner notre vie, mais aussi d'avoir un vrai héritage et de continuer à développer le territoire. Et de continuer à construire nos relations aussi avec la commune. Puis, si je peux rajouter quelque chose, l'histoire, ça reste dans les festivités.
Vous avez dû inviter des retraités pour vos 100 ans. Nous, on avait invité pour des 40 ans. Et eux, ils auraient transmettre beaucoup des valeurs. Et ce qui est fou, c'est... Chez nos collaborateurs aussi, on a des collaborateurs qui ont autant de générations que nous dans la société. Et donc, si vos ancêtres, ils venaient visiter l'entreprise, ils la reconnaîtraient ou pas? Non. Non? Alors, si on parle de 1884... c'est sûr que non. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Et même, je pense que... Donc, ça, c'était Auguste, Charon. Si je prends mon grand-père Maurice, je pense qu'il ne le reconnaîtrait pas. C'était un site, un seul site à Étoile. Aujourd'hui, le groupe, il a grossi. On est 1000 personnes sur 30 sites. On est 80 en personnes fonction support. Donc ça, c'est impossible qu'ils comprennent pourquoi il y a autant de personnes qui ne travaillent pas et qui font du bruit dans l'atelier. Je veux comprendre. Ça, c'est vraiment la mentalité. Et je pense que chez vous, c'est pareil. C'est un siège comme ça. Il dit, mais comment vous faites pour payer ça, quoi? C'est pas possible. Ouais, bien sûr. Et je me souviens de débats il n'y a pas très longtemps. Pourquoi il faut embaucher un informaticien? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on ne le fait pas? Aujourd'hui, ça, j'étais tout juste... j'étais adolescent. Ça discutait de l'opportunité de prendre ou pas un informaticien en interne. Ouais. On a bien fait de le faire. On l'a fait. Mais aujourd'hui, ils sont 6 personnes, à peu près. Ils sont 6 personnes, ça choque pas. Et on recrute. Donc, non, ils ne reconnaîtraient pas. Même mon père a du mal. Donc, en une génération, franchement, évolution rapide, finalement. Enfin, je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais je trouve que ce qu'on vit là, peut-être toutes les générations disent ça, hein, mais bon, moi, mon père, il comprend difficilement tous les changements ou les obligations qu'on a, quoi. Ou tous les métiers, ou toutes les prestations qu'on fait, parce qu'on fait de la prestation qui n'est pas que des véhicules. Voilà. Aujourd'hui, on vend aussi autre chose, du service. Ouais, je te rejoins. Nous, ça a été la même question sur le service communication. Ouais. Tu vois, à un moment donné, la question s'est posée, et nous, en tant que nouvelle génération, on s'est dit, mais c'est impossible de faire ça. Donc, il y a plein de choses qui s'incrémentent. Essayer de mettre sa patte, d'être dans l'air du temps. Après, j'espère que, tu vois, si mon arrière-grand-père revenait et arrivait à la boîte, il se retrouverait sur l'esprit qu'on insuffle. Sur les valeurs. Exactement. Ah oui, ça, c'est bien de le dire. Je pense que les valeurs, il serait même plutôt fier. Donc, nos parents sont fiers. Votre plus lointain souvenir en entreprise familiale, c'est quoi? Mon grand-père avait été assez visionnaire, en fait, dans sa façon de faire avec ses petits-enfants. C'est qu'il nous réunissait tous les 2-3 ans pour faire un voyage commun, et on partait du Pouzin en bus, on traversait... Toute la famille? Ouais, toute la famille. C'était assez exceptionnel, et moi j'en ai des souvenirs incroyables. Et en fait, on faisait des fêtes de famille 2 fois par an, mais c'est vrai que ces souvenirs-là, vraiment, c'est là où on a commencé à créer un vrai socle commun, et on s'est vraiment liés. Et tu vois, ce qui est assez incroyable, c'est que on est 14 petits-enfants, et qu'on était déjà 5 à traîner ensemble. Et les 5 qui sont aujourd'hui à la direction du groupe, pourtant on a des âges qui sont... Enfin, moi je suis le plus jeune, on a presque 15 ans de différence entre le plus jeune et le plus vieux. Donc tu vois, quand t'es gamin, c'est encore plus accentué. Ouais. Mais déjà, il y avait une alchimie on se retrouvait sur plein de principes. Donc tu vois, c'est là où on a commencé vraiment à construire notre esprit de famille, et c'est vraiment des souvenirs qui sont incroyables. Ok. Bon, finalement, c'est un ingrédient. Il y a des ingrédients pour durer. Parce que ça, je me retrouve complètement dans le fait d'entretenir. Un vieux souvenir hors professionnel, hein, les fêtes de famille, se retrouver à Noël, par exemple. Donc, mon grand-père, ma grand-mère nous réunissaient. C'était la fête de Noël. On avait fait des choses dans l'entreprise aussi, type michoui, des fêtes avec les salariés. Donc, nous, on était en culotte courte dans l'atelier, avec tous les cousins. On était déjà tous là, c'est vrai, et quelque part, on a construit quelque chose, une communauté entre nous. Et donc, c'est ces souvenirs-là de fête. Ouais. Le travail était associé à la fête aussi. Ok. Mais après, en tant que professionnel, mon plus lointain, c'était la certification ISO 9001. Voilà, pour moi. J'ai une grosse... En quelle année? C'est pas si vieux que ça, mais 97. Alors, moi, c'était 99, mais la certification avait déjà 1 an, mais on renouvelait. Voilà. Justement, on va parler de la famille. Ça, vous en parlez beaucoup, finalement. Ça, j'ai l'impression que c'est hyper ancré dans votre entreprise, hein, puisque le capital de l'entreprise est toujours resté entre les mains de votre famille. Vous êtes tous les 2 membres du comité de direction de vos entreprises. Comment vous en êtes arrivés là, pardon, et c'est quoi votre premier job dans la boîte?
Alors, bah oui, je vais enchaîner. Je vais enchaîner parce que, oui, mais justement, donc je suis rentré en 99. Enfin, ma formation, c'est responsable qualité. Jusqu'en 98, je pensais pas forcément rentrer dans la société. J'étais dans le nord de la France. Et il y avait déjà un responsable qualité et une personne qui est devenue maintenant responsable qualité, qui assistait ce responsable qualité. Donc 2 personnes pour une société comme la Carrosserie Vincent. Je vous dis, les bureaux, il y avait déjà du monde dans les bureaux. Hein. Il fallait pas non plus. Et donc je pensais que ça suffisait largement. Mon épouse étant bretonne, pour moi, peut-être que je partais plus en Bretagne. Voilà. Et mon père m'a dit, est-ce que ça te dirait d'intégrer la Carrosserie Vincent, parce que il y a des évolutions, des sociétés qui rentrent, il faut mettre la certification un peu plus de partout, aider le responsable qualité qui fera des RH plus tard. Donc tout ça a conduit que je suis rentré à la Carrosserie Vincent. De l'été, une opportunité. une opportunité, voilà, et une demande. Ouais. Ouais. Et donc moi, mon premier métier, c'était responsable qualité. Voilà. Ok. Pendant 4-5 ans quand même, j'ai fait ça. Et ça me plaît toujours, il y a des bons restes. Et après, j'ai pris la supervision de site de Toile-sur-Rhône, où on est. Et ensuite, on a constitué ce qui ne se disait pas encore vraiment, mais un directoire. Et dans le directoire, avec mes cousins, on a un âge assez proche, on a 1 an d'écart entre Émilie, qui est aujourd'hui la présidente, Mathias et moi. Et Marco, on a quelques années d'écart seulement. On a rejoint le directoire. Voilà. C'est fait naturellement, quoi. Naturellement, ouais. À force de prendre des responsabilités, d'avoir une vision de plus en plus large que simplement son sujet. Quoi. Moi, mon sujet, c'était l'ISO 9001, déjà qui est vaste, hein, parce qu'on parle d'organisation. Donc, bon. Et on s'est tous orientés sur une direction générale. Thibaut, ton premier job Moi déjà, en fait, j'avoue que j'étais assez éloigné de l'entreprise sur sa façon de fonctionner, etc. pendant des années. Ouais, même moi, je suis parti faire mes études, je suis parti faire un sport-études à 14 ans. Ouais. Donc j'ai suivi tout un cursus études et sport. Et puis il arrivait un moment où je voyais que j'étais limité sur ma carrière hobbyistique. Et moi, je m'étais toujours promis que si je jouais pas en top 14, tu vois, j'en ferais pas une priorité. Donc j'avais toujours continué mes études. J'arrivais à mon master. Et pour mon stage de fin d'études, je l'ai fait dans un gros groupe national pendant 6 mois. Ouais. Et à la fin de ça, j'ai dit, ouais, l'immobilier, ça me plaît. Ouais. Donc je me suis spécialisé sur mon master. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé en alternance à l'entreprise. Et que j'ai découvert dans la branche immobilière, et que j'ai découvert ce métier qui m'a plu. Et du coup, à la fin de mon alternance, j'ai arrêté rugby pro, je suis arrivé direct à l'entreprise. Et c'est là que je suis rentré dans la branche promotion. Et moi, je suis le plus jeune de mes cousins. Donc tout le monde, tous mes cousins prenaient au fur et à mesure la direction de leur métier. Et donc pour moi, c'est arrivé plus vite que pour eux, du fait de la temporalité. Et en fait, ça s'est bien passé parce que en fait, le moment où j'ai pris la direction, j'ai toujours eu mon père à côté de moi. Donc on avait vraiment fait, il y a eu une transmission qui s'est faite et qui continue de se faire. Hein. Même si aujourd'hui il est beaucoup moins présent, mais tu vois, c'est toujours un appui, il y a toujours cette prise de recul. Tu vois, quand je l'appelle, des fois, sur des sujets, toi qui es dans le quotidien, dans la routine, lui, il te prend direct. Des fois, tu as des avis, tu dis, mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, quoi. Ouais, donc tu consultes. Je consulte, et cette transmission, elle se perdure. Et après, nous, au niveau des cousins, je te rejoins. La différence, c'est qu'on n'est pas frères, donc on a encore plus on n'a pas grandi ensemble, donc on a des personnalités qui sont encore plus différentes que nos pères. Et c'est aussi une force parce que du coup, on a vraiment des visions différentes et on apporte chacun notre pierre à l'édifice. Après, nous, on est vraiment au début de notre relation parce que ça fait 3 ans qu'on a pris la direction du groupe. Donc voilà, on a tout à écrire, mais en tout cas, il y a des bonnes bases. Et du coup, la prise de décision entre cousins, ça se passe comment? Il y a une forme de hiérarchie, les plus vieux ont plus de toi ou pas? Prise de décision, alors elle se fait, le groupe fait 1000 personnes, alors il y a des décisions déjà qui sont opérationnelles, qui ne sont pas prises On ne relève pas de votre compétence. Voilà, on essaye déjà. Il y a une chose qui est dure parfois à faire, je ne sais pas si c'est... En tout cas, nous, on essaye de déléguer, hein. Et on le fait bien, je pense. En tout cas, on y travaille, on a des comités de pilotage qui doivent prendre des décisions. Et quand ça revient à une décision du directoire, non, la décision, elle est
Elle est collégiale dans le sens où, alors on ne fait pas un vote à main levée, mais en fait, il y a vite une argumentation qui doit être fournie. S'il y a trop de questions, une argumentation qui est un peu faiblarde, ben, tout de suite on sent que le sujet, soit il n'est pas mûr, et donc on passe à autre chose, on ne va pas se décider à se lancer sur un projet. Ouais. Si on sent que c'est stratégique et qu'il y a une envie de tous, ben, on lance l'idée et on la met en musique après dans le groupe, parce que Ouais. Vous vous coordonnez ensemble, c'est On s- unanime, il n'y a pas de... voilà, on se coordonne ensemble. On a décidé de passer, par exemple, un exemple, mais c'est très concret, c'est passage des voitures, on n'achète plus que des voitures électriques. Voilà. Ouais. Pour les collaborateurs, il n'y aura plus de voitures achetées thermiques. C'est une décision assez forte a priori, parce que c'est même bien remis en cause en ce moment, mais nous, on la tient, Ouais. on veut la tenir, et là, voilà, il y a eu discussion, il y a eu le coup, débat, et on s'est mis d'accord, et c'est bien passé. Voilà. Pas de privilège pour les anciens. Voilà, c'est une petite décision, enfin impactante, mais après, quand c'est une acquisition de société, Ouais. là aussi il y a débat, et là ça dure un peu plus longtemps. On a, je ne sais pas si vous l'avez, dans notre gouvernance, on a un conseil de surveillance Mhm. qui donc, on nous réunit tous les 3 mois, on se réunit, c'est plutôt nous qui les convoquons, et c'est un conseil des sages et qui nous guide dans nos choix. Voilà, sur une acquisition de société, comme on a eu dernièrement, 100 personnes, Ouais. on, Faut réfléchir. voilà, on a fait un business plan, il a fallu... Et la composition de ce bon conseil de gouvernance, c'est la famille aussi ou... bah alors, mais pas que. Ouais, ouais, c'est donc les retraités jeunes qui veulent bien faire part de leur expérience. Donc il y a notre tout jeune François, oncle, qui est depuis 1 an au conseil de surveillance, Ok. avec ses grands frères, enfin son grand frère, sa grande sœur. Et on a aussi des conseils plus techniques et qui ont fait partie du giron de l'entreprise en finance et en ressources humaines et en industrialisation, comme on a un métier quand même industriel. Mm. Et ces 3 personnes-là qui sont hors famille nous connaissent quand même bien, mais pas trop, enfin voilà, ils nous challengent Pas dans bien. la famille, mais ils sont proches. Ils sont très proches, ouais. Mais il faut aussi qu'ils nous challengent, et Ouais. peut-être demain on ouvrira à d'autres personnes vraiment extérieures qui nous Justement, challengent dans nos choix. ouais. Ouais. Et, Ouais, parce qu'on a besoin quand même de... Parce qu'on arrive, on a une personnalité différente, mais on arrive à force de travailler ensemble à avoir tellement de cohérence entre nous que peut-être qu'on peut se tromper. ouais. Puis apporter de l'ouverture sur d'autres marchés. Ouais, sur- c'est ça. Éviter la Notre pensée vision. unique et... Voilà, éviter la pensée unique, c'est important en mise en cause et voir ce qui arrive à l'extérieur de l'entreprise, hein, parce que il y a des... Enfin, comme tu disais, il y a des crises importantes à venir et actuelles, quoi. Donc, c'est... mais C'est beau la voilà. prise de décision. Nous, déjà, la force de notre groupe, c'est que chacun est à la direction de son métier. Ouais. Donc Bah, déjà, on est supervisé. vraiment en responsabilité sur chacun de nos métiers. Mm. Après, on se rendait compte, hein, bien sûr, mais toutes les décisions opérationnelles dans nos métiers, elles sont prises par le métier. Ouais. Donc on est, tu vois, je trouve que c'est hyper important que tu sois en responsabilité. Tu portes ton métier, ton activité. Ouais. Voilà, tu rends des comptes. Et après, sur le groupe, bah, nous, on est aussi en train d'écrire notre histoire, hein. La chance qu'on a, c'est qu'on est 5. Donc on est un nombre impair. Ça nous permet d'avoir des décisions à la majorité. Et puis pareil, ce qu'on est en train de construire, c'est essayer de s'entourer de personnes compétentes autour de nous pour nous aider à avoir cette prise de recul et cette ouverture sur différents marchés. On le voit, on se le disait, hein, il y a les crises, mais aussi toutes les innovations technologiques. Le monde va très très vite et nous, il faut qu'on soit en capacité de s'adapter aussi vite, quoi. Ouais. Donc d'avoir... des fois, on le voit bien, on tombe dans notre quotidien et tu manques de prise de recul. Et avoir des gens qui arrivent de différents horizons et qui peuvent t'apporter cette prise de recul et te challenger aussi dans ton métier. Dire, ah, tiens, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as vu ce nouveau marché-là? Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu es en capacité de répondre à ça? Est-ce que là, tu es sûr de ton positionnement? Voilà, ça, pour nous, c'est une remise en cause permanente. Ouais, c'est hyper important. Ouais, donc un peu la même... Bah, la vision, ouais, là où il y a le plus de débat, c'est vrai que c'est sur les visions long terme. Parce que, bon, voilà, sur 5 ans, il faut... Enfin, c'est ce qu'on nous a... Ah ouais, les nous, collaborateurs, on ils a attendent que la direction... D'accord. Hein. Voilà. Ouais. La direction attend de nous, je pense, enfin, la direction et les collaborateurs attendent de la direction une vision 3-5 ans. Je pense qu'aller à 10 ans en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais 3-5 ans déjà. Mais nous, on a fait même une vision un peu à 2040, bon, pour essayer de voir le sujet d'adaptation au changement climatique. C'est ce qui nous
aujourd'hui avez nous forcément. touche beaucoup. Je pense que ça vous touche aussi sur les réseaux et autres. C'est important, mais on a des travailleurs. Alors nous, ils sont pas à l'extérieur, mais ils sont quand même sous des toits qui sont aujourd'hui, voilà, les bâtiments sont assez chauds l'été, Ouais. entre autres, plus les camions qui changent, voilà. Donc c'est des sujets qu'on prend en compte. Ouais. On va parler d'ancrage territorial. Alors Thibaut en a déjà beaucoup parlé tout à l'heure, mais donc vos deux sociétés, enfin vos deux sièges sociaux, pardon, 100 ans plus tard, sont toujours implantés en Drôme, pour la carrosserie Vincent Et en Ardèche. Pour Rampa, donc en quoi ce territoire est un terreau fertile pour développer vos entreprises, même si c'est vrai que vous êtes développé plutôt en national chez Voilà, maintenant on a 30 sociétés sur tout le territoire. On en a en Ardèche aussi, hein, Thibaut. Hein. Là, Nous, voilà, vers nous, deux en Ardèche. Mais sur Étoile, enfin, bon, notre métier, je pense que il faut être humble. Et si c'est développé, la carrosserie Vincent s'est développée au début, c'est parce qu'on est sur un axe routier important. ouais. Et un peu par hasard, les carrossiers, quand même, de Lyon à Valence, il y en avait beaucoup. Ouais. Voilà. Et il y en a encore pas mal jusqu'à Avignon. Donc je pense que la situation géographique, elle joue. Ouais, ok. Ça a dû nous. Tout comme les transporteurs, en fait. J'ai Voilà. l'impression. Comme les Bah oui, transporteurs, nous on beaucoup, travaille ça pour va aider, là. Voilà, on travaille pour les transporteurs, pour les travaux publics, pour transport de personnes, on fait de l'autocar aussi. Et oui, je pense que ça joue. Et après, c'est l'aide politique. Voilà, on est un territoire quand même qui est dynamique, qui est sympa, qui essaye au maximum de nous aider, voilà, sur le foncier. Nous, on est très consommateurs, je sais pas vous, mais nous, on est consommateurs de surface. Ouais. Les poids lourds, ils sont quand même, ils tiennent une place importante, que ce soit à l'extérieur ou dans les bâtiments. Ouais. Donc c'est vrai que la zone d'étoiles, on l'a un petit peu, Ouais. on l'a Vous avez privatisé. on a un petit peu privatisé les zones d'étoiles et aujourd'hui c'est un enjeu aussi le foncier. Mais bon, c'est pour D'accord. ça qu'on s'est aussi développé ailleurs. Hein. Mais Ouais. Et le siège donc resté en Drôme, et le siège est resté dans la Drôme, ouais. Étoile. Ouais, c'est important, je pense, pour beaucoup. Thibaut, l'ancrage, ça en a déjà parlé. Nous, déjà, je me dis, quelle vision, enfin, tu vois, avait mon grand-père, parce que c'est mon grand-père qui a décidé de s'installer au Pouzin, mais Ouais. l'emplacement, il est quand même incroyable. On est au milieu de la région PACA, Rhône-Alpes. Ouais. On a l'A7 qui est vraiment là. Puis nous, on a une sortie d'autoroute. Il y a une petite histoire autour de ça, mais vraiment, on a une Vous avez sortie. peut-être pour Rampa, c'est ça? À disant qu'il y a eu des appuis politiques à un moment donné, mais c'est vrai que tu te dis pourquoi une sortie d'autoroute à Loriol alors que tu en as une à Montélimar et une à Valence. Donc, c'est hyper accessible. Et puis, moi, je suis amoureux de ces deux régions. Enfin, honnêtement, la région Rhône-Alpes, PACA, c'est un vivier d'entreprise, dynamisme. Tu as les Alpes, tu as la Méditerranée, c'est la Côte d'Azur, c'est incroyable. Et on a une diversité de territoires et qui est folle. Et puis on a énormément d'employabilité. Enfin, chez nous, il n'y a pas de question d'employabilité. En fait, tu sais que le dynamisme économique, il y est. Ouais. On a la chance d'avoir aussi deux centrales ici, deux centrales nucléaires qui quand même apportent beaucoup de valeur ajoutée. Donc tout ça fait que on sent que voilà, le dynamisme économique, il y est. Et puis on est très accroché au territoire. Donc voilà, on aime nos régions. Il y a une sorte de chauvinisme en fait dans votre façon de diriger de côté. Alors c'est vrai que les 1000 collaborateurs, il y en a quand même, donc j'en enlève 250 qui sont de Drôme-Ardèche, Ouais. on va dire, hein, pour aller vite. Ouais, donc ça fait un quart. Tous les quand même, autres connaissent la Drôme Étoile-sur-Rhône Ouais. et Livron, parce qu'on est sur deux communes, mais chaque fois, ils sont venus pour 240 ans. On était au stade Pompidou, on aime bien le rugby aussi, donc il y a aussi ça dans l'ancrage territorial, c'est faire vivre des associations sportives qui portent les couleurs du département, mais que ce soit Drôme à Ardèche. Et donc, ouais, il y avait 1000 personnes à Valence, quoi, et à y visiter Étoile, sur Rhône, et puis Livron. Pour nous, c'est important, ouais, qu'ils savent, voilà, L'origine. qui connaissent l'origine. Alors, on n'a plus notre atelier à Étoile depuis 5 ans, il a été détruit, mais on a eu la chance de faire les 130 ans avec un petit casse-croûte dans les anciens ateliers Vincent Charon, Ah ouais. qui était avant, Les tout premiers ateliers avant 70, ouais. D'accord. Ouais. On t'en parlait du soutien des clubs locaux. Vous êtes tous les deux partenaires du VRDR. C'est d'ailleurs un beau début de saison. Ouais. Pourquoi cet attachement au club? Alors, c'est histoire de faire rayonner le territoire, c'est quoi? Ouais, il y a deux aspects. Moi, je dirais que c'est un lieu de rencontre. Ouais. Je vais être très,
très intéressé par ça, parce que c'est vrai que moi, rencontrer l'entreprise Rampa lors d'un match, c'est hyper intéressant. C'est plus informel, donc il y avait tout l'aspect où on retrouve les entreprises de la région. Et après, effectivement, c'est de porter les couleurs de la Drôme. On a encore le Palfinger qui est noté sur le ventre à l'extérieur. Vous voyez, donc c'est bien la volonté d'être vu à l'extérieur. Mais donc quand Valence joue, ils ont le maillot qui porte la marque Palfinger, qui est notre marque. Voilà. On communique sur Vincent ou Palfinger, nous, ça dépend un peu. Je vois le travail qui est fait par le club, les dirigeants, c'est aussi des chefs d'entreprise. C'est une vraie entreprise. Voilà, puis on a nos clients aussi du BTP qui y sont. Hein. C'est un lieu où il faut être aussi pour ça. Il faut y être. On est très content d'avoir aussi non seulement le maillot, mais le petit véhicule qui emmène le tir au buteur avec une benne et une grue. Ça fait le buzz. Donc on l'a encore cette année. Peut-être qu'un jour il y aura le logo Rampa. Mais Nous, il est sur la Manche. oui, c'est sûrement. Voilà. Ouais. Nous, c'est d'abord l'histoire. Hein. Le rugby, c'est ancré dans notre histoire familiale. Mon grand-père était président de la Voulte quand ils ont été champions de France. Donc pour le coup, le rugby et l'histoire familiale, c'est assez lié. Ouais. Et donc, quand c'est passé au LVS, on a suivi le LVS. Et puis maintenant, c'est le VRDR. Donc on est très content d'y participer. Mais le mécénat, chez nous, c'est aussi une forme ça nous permet de rendre au territoire ce qu'il nous donne. Donc on participe beaucoup auprès de gros clubs comme le VRDR, mais aussi auprès de plus petites associations où on est plus en soutien, où là je ne vais pas dire que le soutien est plus important, mais plus l'association est petite, plus le soutien est important pour elle. Ouais. Donc on a à cœur de participer à ça, c'est un gros budget chez nous. On le fait aussi dans le sport, on le fait aussi dans la culture, on l'a fait dernièrement à Valence avec la statue qu'on a mis Place des Ormeaux, une statue de John Planta. Donc voilà, pour nous, c'est important et ça permet aussi, on parlait du temps long, mais ça permet aussi de s'ancrer dans le temps, quoi, et de laisser une trace. Ouais, je pense que nos collaborateurs, on avait eu la crainte, passer un temps d'être trop visible, et puis trop, par rapport aux collaborateurs, penser que c'est de l'argent qui ne leur revient pas à juste titre et tout ça. Et en fait, c'est très très bien accueilli. Voilà. Donc nous, on est toujours quand même attentifs aux demandes et comme vous, on donne à des associations petites ou grandes et puis aux entreprises du cœur aussi. C'est une association intéressante. Mais voilà, les collaborateurs, finalement, on est mesuré, mais finalement, ils ne nous reprochent pas de participer à ces associations. Au contraire. Ouais, au contraire. Ils y participent aussi. C'est aussi la marque employeur. Ouais, bien sûr. Il faut le faire bon escient, mais... On va parler maintenant de vos actualités. Ouais. Alors Rémi, tu nous as parlé tout à l'heure d'un projet sur la transformation d'un véhicule électrique. C'est quoi sinon vos projets du moment? Oui, alors c'est nombreux projets. Les plus importants, on va dire. Oui. Les plus importants qui nous prennent quand même pas mal de temps, il y a cette adaptation au changement climatique. Voilà. Ouais. Ça va du véhicule. Alors, on construit sur des véhicules, mais sur des véhicules et peut-être demain électriques. En tout cas, on doit connaître ce sujet. Ensuite, on a comme projet la consolidation des fonctions support. On a fait une croissance externe assez importante ces dernières années. L'idée, c'est de consolider les acquis et aussi de finaliser notre... Alors, on a attaqué, il y avait une obligation pour des ETI de rendre un rapport de durabilité qui s'appelait CSRD, qui a été reporté de 2 ans et qui va être allégé. Voilà. Mais néanmoins, nous, avant qu'on sache que c'était allégé, on s'est engagé avec la BPI à travailler sur ce rapport de durabilité. Ça, c'est vraiment important pour nous, parce qu'en fait, ça va toucher l'environnement, mais aussi le social et la gouvernance. Et sur la gouvernance, c'est aussi un enjeu, parce que moi, j'ai 52 ans, j'ai encore des années, mais on travaille déjà sur le passage de génération, et la transmission, en tout cas. C'est hyper important, hein. On a eu l'occasion de le dire. Et donc, la durabilité, elle est dans la gouvernance, sur les dirigeants, et sur les transformations sociales que demandent les salariés, le temps de travail,
Les questions du temps de travail, des conditions de travail, la qualité de vie au travail. Voilà. Donc tous ces sujets-là, on les avait déjà en fait. On y travaille déjà. Mais le rapport nous permet de formaliser ce qu'on faisait un petit peu et on va l'accentuer. Voilà. C'est vraiment le projet Des majeur. projets orientés RSE en fait. Là, donc. Très RSE, voilà. Ouais. On a notre stratégie 2030, c'est les axes sur la RSE. Voilà. Quasiment sur la RSE. Et ce qui est RSE n'empêche pas la rentabilité et gagner de l'argent. Hein. C'est aussi. Ça en fait partie. Parce que si demain on met 1000 personnes au chômage, ce ne sera pas RSE. Donc c'est vraiment cet enjeu-là de. Voilà. C'est ce qui nous. C'est sur vers quoi on veut que les collaborateurs nous suivent. Et ça demande beaucoup de communication. Thibaut, les projets? Nous déjà, on est pleinement investis dans les enjeux environnementaux de par nos métiers. Donc sur l'eau, l'eau qui n'a jamais été une problématique dans le pays le devient aujourd'hui. Donc on a des gros sujets sur l'irrigation de nos agriculteurs, sur comment leur amener des ressources d'eau, autant aux agriculteurs qu'aux communes, hein, puisqu'on le voit dans le sud Ardèche par exemple, c'est des communes qui ont plus d'eau en été, donc ça devient dramatique. Donc nous, on essaye de aussi avoir un renouvellement sur nos tuyaux, on pousse beaucoup les collectivités pour investir, parce qu'aujourd'hui il y a une déperdition sur les réseaux qui est énorme, qui est de plus de 30%. Donc il y a un renouvellement qui doit se faire, qui n'a pas trop été fait parce que les réseaux sont anciens, c'est ça? Ouais, et c'est ce qui est pas forcément le plus visible. Donc déjà un gros challenge sur l'eau. Après sur l'énergie, on le voit bien, l'électricité, on parle de voitures électriques tout à l'heure, la demande en électricité elle est énorme. Donc il y a une demande en infrastructure qui est aussi très conséquente. Et là nous on vient en soutien de ça. Aussi sur les nouvelles énergies renouvelables, sur le photovoltaïque. Et puis dans le bâtiment, où on nous demande aujourd'hui, il faut qu'on fasse des bâtiments de plus en plus performants, innovants. Donc c'est ce qu'on fait. Là, on est en train de livrer un bâtiment à Rovaltin, où on livre en bois paille, en isolation bois paille. Donc c'est des panneaux préfabriqués bois avec une isolation paille au milieu. C'est assez innovant et puis surtout ça répond à des critères. On est presque RE25, donc on est vraiment en avance sur le temps. Et puis dans notre manière de construire, nous on a une usine de préfa béton. Et la préfabrication béton, on a du béton bas carbone, on va beaucoup plus vite sur le chantier, on a beaucoup moins de détritus, de déchets, je cherchais le mot, de déchets, et ça nous permet aussi d'avoir un chantier qui est beaucoup plus responsable et beaucoup plus durable. Donc voilà tous ces paramètres, et puis après je rejoins toutes les problématiques aujourd'hui, enfin toutes les solutions à apporter plutôt sur l'intégration de la nouvelle génération, dont je fais partie, hein, où il faut aussi répondre à leurs nouvelles aspirations, donc sur leur manière de travailler, sur l'autonomie, sur les responsabilités qu'on leur donne, sur la vision qu'on insuffle. Et puis après, l'innovation, intégrer au mieux l'IA qui va arriver dans nos métiers, à travers des logiciels, etc. Et puis la pénibilité au travail. Comment on travaille à réduire au maximum la pénibilité de nos salariés sur les chantiers. Ce qui a déjà bien avancé, hein, parce qu'aujourd'hui, on investit énormément sur notre matériel. Par exemple, avant, on ramassait à la pelle dans nos chantiers en centre-ville. Aujourd'hui, on a des aspiratrices qui font ça. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent. Mais voilà, comment accélérer là-dessus pour que nos collaborateurs aient des meilleures conditions de travail. Donc ça se rejoint un peu. Notre raison d'être, améliorer les conditions de travail de nos clients. Pour un développement durable, parce que les grues auxiliaires, je le place que. Les grues auxiliaires, c'est aussi avant vous les aviez pas, et ça permet à tout le monde de manipuler des charges, d'aller plus vite et d'avoir moins d'efforts. Moins de pénibilité. Donc en fait ça se rejoint, il y a des aspirations RS de deux côtés là. L'IA, j'en ai pas parlé, mais on change un projet de changement de RP, nous, donc ça, c'est très important. Donc c'est le logiciel intégré qui va de vie à la facture. Donc ça, c'est pour l'année prochaine. Ça fait partie des sujets très très importants là. J'imagine, sur une boutique comme ça de 1000 personnes. On connaît nos clients qui changent de RP et on reçoit plus de commandes ou ils savent plus payer. Ça fait peur. Donc toujours un temps d'adaptation. On espère pas faire partie de ces aléas. Vous avez parlé des équipes, comment ça se passe au niveau recrutement, formation, intégration? Il y a un sacré challenge. Combien vous êtes chez Rampa? On est 650. Il y a
il y a plein de façons de faire. Nous, en tant que nouvelle génération, on doit aussi insuffler quelque chose de nouveau. Avoir une marque employeur qui soit aussi qui soit ancrée sur son histoire, mais qui soit aussi jeune et dynamique. Donc pour pouvoir attirer le maximum de talents. Donc tu as un travail sur la communication auprès Ouais, mais des candidats ou... sur la communication, parce qu'en fait, on dit communication parce qu'en fait, on met déjà les choses en place dans nos métiers. Mais c'est vrai qu'il y a le savoir-faire et le faire savoir. Il faut le faire savoir. Ouais. C'est ça. Donc ça, c'est tout le challenge. Et puis après, ce qu'on disait, s'adapter aux nouvelles exigences de la nouvelle génération, qui a un besoin de liberté, d'autonomie, et qui veut aussi une quête de sens. Donc il faut qu'on leur insuffle à travers nos métiers cette vision-là. Et qu'ils puissent les valeurs historiques de vos entreprises. Exactement. Pour qu'ils aient vraiment une ligne de conduite et qu'à travers cette ligne de conduite, ils puissent être en capacité de prendre des initiatives et de s'épanouir dans nos métiers, qui, je pense, sont des métiers d'avenir. Hein. Ouais. Enfin, j'en suis même certain. Ah oui. Tu parlais des réseaux d'eau, il faut les refaire. Les bâtiments, il faut les isoler. Oui, nous aussi, c'est un sujet. Hein. Oui, le recrutement, c'est toujours 50 personnes sur 1000. 50 personnes... En charge du recrutement. Non, 50 personnes à recruter. Pardon. Parce que le grand-père... Il y a le grand-père, il arrive. C'est beaucoup, ouais. Ça ferait beaucoup en fonction support. En recrutement, il y a 2 personnes à plein temps, quand même. Déjà pas mal. Mais non, il y a toujours 50 personnes à peu près qu'on cherche. Voilà. Donc c'est un vrai enjeu quand même. Alors je suis totalement d'accord avec Thibaut sur l'image de l'entreprise, on la travaille. L'accueil, parce qu'une fois recruté, il faut vraiment... on a un parcours d'intégration qu'on a travaillé cette année et que je porte ses fruits, c'est de travailler à 60 jours, 90 jours, déjà faire le parcours, comment dans 90 jours, je fais le point avec le collaborateur, parce que souvent, on s'en occupe des fois que quelques jours, et on pense que ça va faire. Et voilà, donc c'est un vrai objectif. Et ensuite, sur les ressources humaines, bêtement, mais c'est le recrutement par réseau et autres qu'on essaie de travailler. Voilà. On a un logiciel pour ça aussi, on va faire l'acquisition de logiciels pour ça. Vous qui êtes sur qui êtes sur tout le territoire français, est-ce qu'il y a des zones où c'est plus dur de recruter, plus facile Je vais répéter un peu ce qu'on se dit, parce que je sais pas si c'est vrai, il y a vraiment des fois, c'est très très dur. On se dit, c'est vraiment la zone qui va pas. Et puis sur une période donnée, on satisfait des demandes d'embauche. Je ne sais pas vous dire. En fait, non, non, pas vraiment. Okay. On essaye de s'abstraire un peu aussi on a des métiers comme soudeur, qui sont quand même des métiers difficiles à... voilà, très pris par le nucléaire, j'imagine, très pris par la chaudronnerie traditionnelle. Nous, on a quand même besoin de soudeurs. Et pour ça, des fois, on change notre manière de faire aussi. Les carrosseries, maintenant, on propose des carrosseries qui sont non plus soudées, mais assemblées par rivetage. Ça fait 10 ans, mais on est content de l'avoir fait. Parce tu réponds à tes problématiques autrement. Voilà, on répond à... Il y a quand même une carence globale de métiers techniques. J'aimerais qu'au niveau politique et aux filières, si ça pouvait... valorisation des métiers. Valoriser, parce que c'est pas normal d'avoir des personnes qui arrivent là parce qu'ils étaient en échec sur des maths et du français, quoi. Je complète, nous on travaille aussi beaucoup sur l'alternance. On a 40, on vient de faire la rentrée, on a 40 alternants dans la société, donc ce qui est conséquent. Ah oui, c'est 10%, enfin non, pas 10%, mais... c'est 8%. C'est énorme. Et motiver les tuteurs à accueillir ces alternants comme il se doit. Ça pour le coup, c'est plutôt intégré chez nous. C'est bien intégré. Parce que généralement, il y a beaucoup d'alternants qui sont rentrés, donc en fait, c'est le cercle vertueux. Et ça, c'est vraiment bien. Tout le monde transmet, et puis il y a cette vision de l'humain, donc vraiment de la relation les uns l'autre, par équipe. Et vous les mettez en valeur, et je pense que vous faites tout ce travail maintenant. De toute façon, il faut qu'on trouve des solutions. Ça passe aussi par là. Ça doit venir de nous. Pareil, on a beaucoup d'alternants. Merci pour vos politiques, on va dire RH. Et pour terminer, on a une séquence vrai ou faux. Donc, je vais vous lire une affirmation, vous me répondez par vrai ou par faux. Si vous avez envie de développer, vous pouvez. Mon entreprise sera toujours là dans 100 ans. Je l'espère, je l'espère. J'imagine. Je l'espère, elle sera vrai. Elle sera sûrement différente, mais j'espère qu'elle s'appuiera toujours sur les valeurs qui existent aujourd'hui, et qu'elle sera toujours indépendante, humaine et engagée. J'espère.
Ouais. Denis, pareil, ouais. Oui, je souhaite que l'entreprise soit toujours là. Et elle le sera parce que les véhicules, les moyens de nous, on travaille sur les moyens de manutention, on travaille sur d'autres produits et ça me semble indispensable. Voilà. Donc, on va travailler différemment. On sera là Toujours cette capacité à s'adapter. et on saura Y a pas de- s'adapter. y a pas de- Effectivement, on aura des jeunes générations qui vont rentrer Ouais. et qui vont transformer. Voilà. Et moi, je ne reconnaîtrai plus l'entreprise, mais dans 100 ans, on ne me demandera pas ce que j'en pense. Je pense. Deuxième affirmation, innover dans une entreprise ancienne comme la vôtre est plus risqué que dans une jeune structure. C'est pas plus risqué. Non, c'est pas plus risqué. C'est toujours, il faut savoir l'insuffler, le faire comprendre, le partager, et puis vraiment l'inclure dans notre fonctionnement. Après, c'est sûr que c'est pas toujours simple de le mettre en place, mais je pense que comme dans tout groupe, le changement est toujours un peu difficilement perçu. Mais je pense qu'une fois que les gens ont compris pourquoi on fait ça et vers quoi on va, bah, ils sont capables, ils sont en capacité de le mettre dans leur procédure. Ouais, c'est faux. C'est faux. On peut encore innover. Et au contraire, c'est même. Attention, on a Bravo pour 140 ans, 141 ans, mais on a su Ouais. innover et sinon on ne serait pas là. Justement. Ouais, C'est même une des conditions pour rester. Et bon, après, l'innovation, je te rejoins, mais elle est, en fait, elle est en nous. Hein, parce que s'ils n'avaient pas innové, nos générations d'avant, on ne serait pas là. Et c'est voilà, c'est important. Ouais, Juste le bouleversement, se retrouver avec des startups renversent des groupes énormes sur des marchés en ce moment, tu te dis, Ouais. si tu n'innoves pas, en fait, demain, t'es mort. On peut vite. Donc, t'as pas le choix. Hein. Ouais. Et en plus, on a les moyens d'innover. Ouais. Parce que même si on est qu'un peu ardéchois, on a des fonds propres. Voilà. On ne fait pas appel à des levées de fonds, je pense. On n'est pas dépendant de marchés financiers. Ouais, donc, on peut innover. On innovera à notre échelle, avec nos capacités, mais... Ok. Et j'espère rester indépendant aussi, comme l'entreprise Rempart. Le poids de l'histoire est parfois un frein à la prise des décisions. Gouvernance. Ouais. Faux. Hein, faux, hein. Ouais, faux. L'histoire, c'est plutôt un accélérateur, c'est pas un frein. Non. Au contraire, ça aide. Ça aide, donne du sens, ça embarque. Et faut pas que ce soit vécu comme un poids, mais au contraire comme on est en train d'écrire. Voilà. En fait, on n'est pas encapsulé, on n'est pas un artisan dans un musée, écomusée, pour montrer comment le charron est travaillé. Je veux dire, ça c'est. Voilà. Donc l'histoire, il faut la raconter en disant au contraire, elle nous guide, elle nous conduit. Ouais, faux, c'est plutôt une force. Enfin, généralement, on s'en déroute rarement. C'est vraiment. C'est une ligne directrice. C'est une ligne directrice. Donc, on est souvent dessus. Et puis, si demain, on doit avoir une rupture, eh ben, on est en capacité de la prendre. Voilà, si on est sûr que ça a du sens pour l'entreprise et dans l'intérêt commun, ben, voilà, tout le monde est en capacité de savoir que c'est la bonne décision. Ouais. Nouvelle affirmation, le capitalisme familial est le meilleur modèle de longévité de l'entreprise. Alors, oui, ouais. Oui et non. Oui et non. Oui, sur la capacité à perdurer. Et puis, ça a ses limites. C'est-à-dire qu'on peut avoir des trajectoires très long terme, mais des fois, on manque de souplesse financière. Enfin, on voit bien, nous, notre limite aujourd'hui, elle est sur nos fonds propres. Si demain, je me dis, je veux me lancer dans ce marché, bah, je sais déjà que le premier paramètre, ça va être, est-ce qu'on a les capacités financières de pouvoir le faire? Et donc, avoir un capital familial, c'est très bien, et ça permet aussi d'avoir des décisions en autonomie, en indépendance. Mais par contre, ça a une limite sur ton développement. C'est-à-dire que tu raisonnes sur un temps long, tu perdures, mais tu ne peux pas aller aussi vite que des fois tu voudrais. Oui, ça peut être vrai-faux. Ouais, un peu, c'est vrai que la capacité financière, elle est forcément limitée. Après, je dirais que c'est quand même... dans la longévité, pour moi, ça compte parce qu'on est quand même maître de nos choix. C'est ça la question. Hein. Et la longévité, est-ce que c'est un ingrédient de la longévité? Le capitalisme familial, est-ce que ça aide à aide, ouais. dans la longévité, quoi. Voilà, ça aide dans la longévité. Donc, je dirais quand même vrai parce que... Mais ça aura, on sera dépendant quand même d'une chose, et c'est pas nous, et c'est les pouvoirs publics. Alors, c'est pas un message politique que je veux faire, mais si tu n'as pas de loi Dutreil, si tu n'as pas de dispositif qui allège la transmission,
C'est simplement impossible. Voilà. Et nos entreprises prennent de la valeur. Un petit message quand même. Non, mais c'est important parce que on a un capital, oui. Le capital est virtuel. Hein, ça met pas du beurre dans les épinards. Et ça, c'est à transmettre. Donc après, si on veut transmettre, il y a une fiscalité qui est importante. Si elle n'est pas allégée, ça peut être un frein. C'est hyper important. Surtout en ce moment, dans l'actualité, ils sont en train d'essayer de le remettre en question. Et nous, sans ce dispositif fiscal, on n'aurait pas pu transmettre l'entreprise. Voilà. Et malgré ce dispositif, on contribue bien à refinancer l'État. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste un peu allégé. Et ça permet de penser en longueur. Et après, c'est vrai qu'on a besoin des banques aussi qui nous prêtent. Voilà, donc sur un gros projet, une acquisition, c'est sûr que on ne travaille pas que sur nos fonds propres. Une histoire, aller voir les banques, c'est plus facile. Exactement. Ouais. Nouvelle affirmation, j'ai toujours voulu travailler dans l'entreprise familiale. Alors, moi j'ai raconté mon histoire rapidement, mais moi c'était faux. Moi c'est faux. Ouais, à la base, non. Pas vraiment. Je connais très bien l'entreprise familiale depuis que je suis petit, mais enfin très bien. Je connais l'entreprise familiale, mais j'ai fait des stages d'été, j'ai ramassé les boulons dans la cour, j'ai rempli des remises de chèques, j'ai fait des petits travaux comme ça parce que ma mère pouvait pas me garder, je pense d'ailleurs. Mais c'était plus du. Mais non, je me suis vraiment non, je l'ai pas vu arriver. Ouais, c'est une opportunité, on va dire. C'est ça. Après, moi la formation de ESS qualité, voilà, c'était. Moi, surtout, j'ai fait sociologie, hein, donc je fais sociologie, ça n'avait rien à voir, hein, donc j'ai pas fait un métier technique. Et ma spécialisation qualité, justement, m'a permis de rendre concret ce que j'avais appris en sociaux. Et je voulais le mettre au service des entreprises, mais pas forcément la mienne, parce que je pensais pas avoir ma place. Et quand même, ça met un peu la pression. Hein, ça met une certaine pression. Ouais. Peut-être que je ne m'autorisais pas à le faire, à demander. Ouais. Et finalement, l'opportunité est bienvenue, quoi. Elle est bienvenue. Mais je pense que ça dépend des caractères et des parcours de chacun. Tu as toujours voulu travailler? Ouais, non, moi je te l'ai dit, faux. Faux, mais pas parce que j'avais pas envie de travailler à l'entreprise. J'ai fait aussi des stages d'été, mais j'avoue que par insouciance, je me disais, je vais faire. En fait, moi j'avais un peu l'idée de me dire, j'ai envie de faire ma propre histoire, en fait. Tu as envie de créer ton parcours. Ouais, bien sûr. Donc, quand tu es enfant, moi j'étais en drone, donc c'est sûr que on te parle de l'entreprise familiale, donc tu es bercé là-dedans. Et tu dis, moi j'ai envie d'être un Rampa, mais j'ai envie d'être Thibaut Rampa, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, comment je crée mon parcours? Et puis en fait, en rentrant dans l'entreprise, je me suis dit, mais j'avais une vision un peu erronée parce qu'on peut être intrapreneur. Tu peux insuffler ta vision des choses dans ton entreprise. Malgré qu'elle ait 100 ans, tu peux y mettre ta patte. Ouais, comme quoi le poids d'histoire, pourtant là je te rejoins. Ouais, moi je voulais ma propre histoire et on l'a, hein, notre histoire. Hein. J'ai une dernière affirmation. Vous me dites si vous êtes d'accord. L'entrepreneur français a encore de beaux jours devant lui. Vrai. Il faut être courageux, travailler et savoir s'entourer. Voilà. Les collaborateurs, moi je dirais que j'ai peut-être pas assez parlé de ça, mais on a toujours été bien entourés, hors famille aussi. Et voilà, il faut pas de courtisans, mais des gens vraiment qui vous apprécient, vous aiment et vous aident, vous fait grandir. Et c'est vrai que ça, dans le passage de génération, ça a toujours compté. Voilà. Il ne faut pas les oublier. Donc l'entrepreneur seul, non, il n'avancera pas. Bien entouré. Une équipe d'entrepreneurs familiaux bien entourés, oui. On peut réussir en France. Encore de beaux jours. Ouais. Et puis. T'es d'accord, Thibaut? Ouais, c'est vrai. Moi, déjà, je suis un amoureux de mon pays, donc je suis un peu chauvin. Mais c'est vrai que c'est très compliqué sur certains principes, mais je crois beaucoup en la résilience de la France et surtout à son potentiel. Honnêtement, des fois, on oublie un peu toutes les forces qui ont fait que ce pays est un grand pays. Donc oui, c'est compliqué, peut-être plus qu'ailleurs, mais en tout cas, sur le long terme, je pense qu'on a une vraie carte à jouer. Bah merci, c'est terminé. Merci beaucoup d'être venu à tous les deux. Merci. C'était super enrichissant d'avoir venu de référence, d'une entreprise référente sur le territoire. Donc merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci à toi. C'était un très bon moment. Merci à tous pour ce nouvel épisode du Café des dirigeants. Merci à Eva Valence pour l'accueil. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.